Sous le désert que l'on croyait vide, il n'y a jamais eu le néant. Il y a le temps. Un temps lent, comprimé, stratifié, silencieux. Une mémoire géologique qui précède les nations, traverse les empires et survit aux idéologies. Chaque couche de roche raconte une histoire antérieure à l'homme, mais désormais liée à son destin. Fer, phosphate, zinc, terres rares, ces mots ne sont pas de simples entrées dans un tableau économique. Ce sont des fragments d'une architecture invisible qui soutient le monde moderne. Sans eux, pas d'infrastructure, pas d'agriculture intensive, pas de transition énergétique, pas de technologie dite verte. Ce que l'Algérie porte sous sa surface ne sert pas seulement à remplir des caisses ou équilibrer des budgets. Cela sert à définir une époque, à orienter des rapports de force, à conditionner l'autonomie ou la dépendance des nations. Pendant trop longtemps, ce sous-sol a été perçu comme une fatalité heureuse. Une chance tombée du ciel, presque indépendante de l'effort humain. L'économie de rente a façonné des réflexes profonds, parfois inconscients. Elle a appris à attendre. Attendre que le pétrole coule sans se poser de questions. Attendre que le marché mondial décide du prix de notre valeur. Attendre que les devises arrivent comme une pluie artificielle dans un désert budgétaire. Cette attente a lentement façonné une relation déséquilibrée à la richesse. Une richesse qui ne demandait ni vision à long terme, ni transformation structurelle, ni enracinement productif dans la société. Une richesse qui passait, plutôt qu'elle ne s'installait. Mais la terre, elle, n'a jamais fonctionné ainsi. La terre ne récompense pas l'inaction. Elle ne reconnaît ni les discours, ni les slogans, ni les promesses abstraites. Elle répond uniquement à ceux qui acceptent de la lire, de la comprendre, de la travailler avec patience et humilité. Le sous-sol algérien, dans cette perspective, cesse d'être un simple réservoir exploitable. Il devient une responsabilité. Une matière brute qui oblige à penser transformation, chaîne de valeur, transmission de savoir, projection industrielle. Extraire sans transformer, vendre sans maîtriser, exporter sans comprendre, c'est rester prisonnier de la surface des choses, même quand on creuse profond. Car la profondeur n'est pas qu'une question de mètres ou de tonnes. Elle est une posture intellectuelle. Que signifie posséder des ressources stratégiques à l'heure où le monde redessine ses dépendances? Que signifie extraire du phosphate quand la sécurité alimentaire devient une arme géopolitique? Que signifie détenir des terres rares quand la transition énergétique repose sur des technologies qui en sont dépendantes? Chaque minéral pose une question, non pas technique, mais existentielle: voulons-nous rester des fournisseurs de matières brutes, ou devenir des architectes de souveraineté? À mesure que l'Algérie relève la tête, une interrogation s'impose, plus inconfortable que rassurante. Que faisons-nous réellement de cette profondeur que nous découvrons ou redécouvrons? Est-elle un simple héritage à consommer, ou un socle à bâtir? Car exploiter le sous-sol sans transformer la surface, c'est déplacer le problème sans le résoudre. Et déjà, cette prise de conscience pousse naturellement le regard vers un autre espace longtemps sous-estimé, moins spectaculaire que les mines, mais tout aussi stratégique, la surface. Vivante, la terre cultivable, celle qui respire, celle qui nourrit, celle qui oblige à penser l'avenir non plus en baril, mais en saison. Aujourd'hui, le désert n'est plus ce mur mental que l'on dressait entre le possible et l'impossible. Il n'est plus synonyme de stérilité, d'abandon ou de contrainte définitive. Il est devenu un espace de projection, un territoire d'ingénierie où la connaissance dialogue avec la nature au lieu de la brutaliser. Là où l'on voyait autrefois une étendue hostile, on distingue désormais une matrice d'opportunités, à condition de changer de regard et surtout de méthode. Le Sahara n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'intelligence que l'on choisit d'y déployer. Dans ces vastes espaces, l'agriculture ne se pense plus à l'ancienne. Elle ne repose ni sur l'intuition seule, ni sur l'improvisation héritée. Elle s'appuie sur des technologies capables de lire la terre avec une précision presque intime. Des drones survolent les parcelles, cartographiant les sols centimètre par centimètre, révélant des variations invisibles à l'œil nu. Des capteurs enfouis mesurent l'humidité, la salinité, la température, la capacité de rétention, comme si la terre elle-même transmettait ses signaux vitaux. L'irrigation cesse alors d'être un acte mécanique et aveugle. Elle devient une conversation. Une réponse ajustée entre l'eau et la racine, entre le besoin réel et la ressource disponible. Dans ce nouveau paradigme, chaque goutte compte parce qu'elle est pensée. Chaque donnée compte parce qu'elle éclaire une décision. L'agriculture saharienne entre dans l'ère de l'algorithme, non pas pour déshumaniser le travail de la terre, mais pour le rendre durable. Produire plus, sans épuiser. Cultiver mieux, sans dilapider. Nourrir, sans dépendre. Pendant que de nombreux pays redoutent un futur marqué par la rareté de l'eau, par la fragilité des chaînes d'approvisionnement et par l'instabilité alimentaire, l'Algérie explore une autre voie, celle de la maîtrise raisonnée, de l'anticipation et de l'autonomie. Car il ne s'agit plus uniquement de rendement ou de volumes exportés. La question dépasse largement les chiffres. Elle touche au positionnement mondial.
Dans un monde où la nourriture devient une variable stratégique, où les crises climatiques redessinent les équilibres, celui qui maîtrise sa capacité à nourrir son peuple détient une forme de pouvoir silencieux mais décisif. La souveraineté alimentaire n'est plus un luxe, encore moins un slogan. Elle devient un pilier de la sécurité nationale et un levier d'influence géopolitique. Nourrir, demain, c'est peser. C'est exister sans mendier. C'est décider sans subir. Et à mesure que cette vision prend forme, une interrogation plus humaine s'impose naturellement. Derrière les capteurs, les drones, les systèmes intelligents, qui sont ceux qui rendent cela possible? Qui acceptent de s'installer, d'expérimenter, d'apprendre, parfois d'échouer, pour que cette transformation devienne réalité? La technologie, seule, ne suffit jamais. Elle a besoin de mains, de regards, de convictions. La vraie indépendance n'est peut-être pas uniquement politique. Elle est alimentaire, productive, enracinée. Et la puissance, peut-être, ne se mesure plus en barils exportés, mais en peuples nourris, debout, confiants dans leur capacité à bâtir. La transition n'est plus une promesse lointaine. Elle avance, discrète mais déterminée. Elle ne se commente plus. Elle se construit, pas à pas, sur le terrain même où naît la vie. Ils n'attendent pas un poste, ni une affectation, ni une validation venue d'en haut. Ils prennent une parcelle. Ce geste, en apparence simple, marque une rupture profonde avec des décennies de réflexes hérités. Prendre une parcelle, ce n'est pas seulement s'installer sur une terre. C'est accepter une responsabilité, un risque, un engagement de long terme. C'est décider que l'avenir ne se demande plus, qu'il se construit, parfois loin des centres urbains, parfois loin du regard, mais toujours au plus près du réel. Cette jeunesse-là ne fuit pas le désert. Elle le choisit. Ils viennent du nord comme du sud, formés dans des universités, des instituts techniques, parfois autodidactes, parfois porteurs de savoirs transmis. Ingénieurs agronomes, techniciens de terrain, entrepreneurs agricoles, ils ne reviennent pas vers le Sahara par nostalgie d'un passé idéalisé. Ils y vont par ambition. Une ambition lucide, ancrée dans la compréhension des enjeux contemporains. Là où leurs parents voyaient l'exil, la contrainte ou l'abandon, eux voient une frontière à repousser. Une limite mentale autant que géographique. Le désert cesse alors d'être une fin. Il devient un commencement. Leur langage mélange les chiffres et les valeurs. Ils parlent de rendement, de cycles culturaux, de gestion de l'eau, mais aussi de sens, de souveraineté, de dignité. Ils savent que produire ne suffit plus. Il faut produire juste, produire durable, produire en conscience. Chaque champ devient un acte politique au sens noble du terme. Cultiver, ici, n'est pas un simple métier. C'est une prise de position. Une manière de dire que la dépendance n'est pas une fatalité, que l'Algérie peut nourrir sans importer son avenir, qu'elle peut créer de la valeur sans s'épuiser. Dans ces exploitations nées du sable, le travail est rude, les contraintes réelles, les échecs fréquents. Rien n'est romantisé. Mais chaque difficulté renforce la conviction que cette voie est la bonne. Ils ne cultivent pas seulement des céréales, des légumes ou des dattes. Ils cultivent une place pour l'Algérie dans le monde de demain. Une place fondée non sur la rente, mais sur la capacité à produire, à transformer, à transmettre. Ils expérimentent, innovent, adaptent. Ils apprennent à dialoguer avec la terre plutôt qu'à lui imposer des modèles importés. Quand le soleil se couche sur ces champs arrachés au sable, il éclaire autre chose que des cultures. Il éclaire une transition silencieuse. Une Algérie qui ne se définit plus uniquement par ce qu'elle exporte, mais par ce qu'elle maîtrise. Une Algérie qui redonne à la terre sa fonction première, nourrir le présent sans hypothéquer le futur. Et dans ce silence du crépuscule, une question persiste, insistante, presque dérangeante. Si la terre a répondu à leur engagement, si elle a accepté de porter leurs efforts, qu'attend-elle encore de nous tous? Car cette reconquête ne peut rester l'affaire de quelques pionniers. Elle interroge chaque citoyen, chaque choix, chaque regard posé sur l'avenir. La jeunesse a ouvert une voie. Reste à savoir si la nation est prête à la suivre.